Des armes de la Seconde Guerre mondiale sont utilisées en Ukraine. Des reliques qui combattent dans la guerre moderne. On pourrait dire que la guerre ne se termine jamais pour certaines armes. Leur utilisation semble également ne jamais finir. Des armes à feu de la Seconde Guerre mondiale sont encore utilisées sur les lignes de front actuelles, rivalisant avec les modèles modernes. Certaines d'entre elles sont des conceptions vieilles d'un siècle, construites pour des guerres et des conditions complètement différentes, et pourtant sorties de leur râtelier, et servant toujours leurs objectifs principaux. Cependant, ce n'est pas unique aux batailles, campagnes et opérations contemporaines d'utiliser du matériel ancien. La Première Guerre mondiale a vu l'utilisation de conceptions vieilles de 40 ou 50 ans, car elle était anachronique. Utiliser des fusils à verrou a un coût pendant la Première Guerre mondiale. C'était comme utiliser des chars à tourelles multiples de l'entre-deux-guerres pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des cas sur le champ de bataille où des soldats avec de vieux fusils d'assaut usés, comme le MP-44, se trouvaient à côté de lance-roquettes anti-chars. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il restait tout simplement d'énormes stocks de diverses armes. Fusils, pistolets mitrailleurs, lance-roquettes anti-chars, pistolets, grenades, mines, bombes. Toutes les armes qui avaient été produites en masse devaient être stockées. Cependant, elles n'auraient pas à attendre longtemps avant d'être réutilisées. La guerre de Corée a éclaté en 1950, à peine 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles allaient de nouveau être pleinement utilisées par tous les camps, aux côtés des armes plus modernes. Les guerres ultérieures n'ont pas fait exception. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses guerres ont utilisé des armes mêlant celles de la Seconde Guerre mondiale et des modèles contemporains. Cependant, à mesure que la technologie progressait, ces armes dépassées et usées devenaient de moins en moins visibles dans les rangs. La prolifération des fusils d'assaut comme l'AK-47 a complètement relégué les pistolets mitrailleurs et les vieux fusils au second plan, les rendant pratiquement inutiles. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant que ces armes allaient complètement disparaître. Des stocks étaient et sont toujours conservés. Les superpuissances gardent encore leurs anciens stocks d'armes, pour les troupes de seconde ligne, et en réserve. Des milliers de fusils de tous calibres et de tous types sont entreposés, héritage de la course aux armements de la guerre froide. Après les troubles politiques des manifestations de l'Euromédane, en février 2014, une guerre a éclaté dans le Donbass. Dans un retournement de situation, l'armée ukrainienne en sous-effectif a lancé une soi-disant opération antiterroriste dans l'est de l'Ukraine. Face à eux se trouvaient les milices locales, soutenues ouvertement et secrètement par la Fédération de Russie. Leur équipement et leurs armes initiaux allaient des casques et des battes de baseball, mais ils furent ensuite modernisés pour inclure des fusils modernes, des chars, des roquettes d'artillerie et des lance-roquettes. Une arme ancienne ferait son retour en service des deux côtés dès le début. Le fusil Mosin-Nagant de la fin du 19e siècle, porté et utilisé dans le Donbass par les forces séparatistes pro-russes. Ce fusil a été conçu entre 1882 et 1891, adopté par l'Empire russe et a servi dans de nombreuses guerres. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un fusil à verrou, à 5 coups, alimenté par un chargeur interne, chambré pour des cartouches de 7,62 par 54 mm, généralement approvisionné par un clip de chargement. Il possède une bonne portée et une bonne précision. Produit en diverses variantes, dont carabines et fusils de sniper, il a servi durant les 2 guerres mondiales, dans tous les camps. Sur le front de l'Est, c'est une arme rudimentaire et robuste, capable d'infliger une quantité impressionnante de dégâts à longue distance. C'est ce fusil qui avait servi à l'un des snipers soviétiques les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, Vassili Zaïtsev, un homme à qui l'on attribue plus de 225 ennemis tués. Il utilisait un fusil Mosin-Nagant M1891 équipé d'une lunette PU. Le Mosin-Nagant a été produit à plus de 37 millions d'exemplaires et a servi dans de nombreuses armées. Même avec l'avancée des fusils de sniper et d'autres armes d'infanterie, ce fusil reste un adversaire puissant et dangereux. Une autre arme intéressante, légèrement plus récente que le Mosin-Nagant, est la mitrailleuse historique Maxim. La PMM 1910 est une mitrailleuse moyenne refroidie par eau, utilisant la même cartouche de 7,62 par 54 mm, alimentée par bande. Elle a une cadence de tir d'environ 600 coups par minute, avec un bouclier en métal monté sur un affût à 2 roues. Elle a été largement utilisée pendant les 2 guerres mondiales. Au cours de sa durée de vie, elle a été modernisée à plusieurs reprises, améliorant ainsi sa facilité d'utilisation et ses performances. Sur le terrain, il était courant de voir l'infanterie soviétique avancer sous la couverture des tirs de la mitrailleuse Maxim. Une modernisation a été d'agrandir le bouchon du refroidisseur à eau
pour y ajouter de la neige comme refroidissement rapide. Le ministère ukrainien de la Défense a tiré parti des dizaines de milliers de ces mitrailleuses stockées dans ses entrepôts. En 2016, elles ont été officiellement adoptées par les forces armées et ont été utilisées lors de la guerre du Donbass. Avec l'invasion russe en 2022, ces mitrailleuses sont devenues plus visibles, étant également distribuées à la défense territoriale de l'Ukraine. Même si la mitrailleuse Maxim ne peut pas rivaliser avec les mitrailleuses moyennes modernes comme la PKM, elle reste mortelle et puissante, capable de fournir des salves régulières et constantes sur de longues distances. Les pistolets mitrailleurs ont révélé tout leur potentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Le combat rapproché à l'intérieur de Stalingrad a été l'une des principales démonstrations de la façon dont des armes courtes, avec une bonne cadence de tir et une grande capacité de munitions, pouvaient faire la différence face aux fusils longs, encombrants. Des unités soviétiques entraient à Stalingrad et échangeaient leurs fusils contre des pistolets mitrailleurs. Cela accrut leur puissance de feu et leur donna un avantage lors des batailles où les bâtiments étaient repris plusieurs fois par jour. Le PPSH-41, le pistolet mitrailleur le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, est une arme en acier emboutie alimentée par chargeur, conçue pour être simple, peu coûteuse et efficace. Il a été largement utilisé par l'armée soviétique et dans divers conflits après la Seconde Guerre mondiale. Il peut être alimenté avec un chargeur droit de 35 coups ou un chargeur tambour qui a une capacité de 71 coups. Il utilise des cartouches Tokarev de 7,62 par 25 mm. Il était tellement efficace et performant que les armes capturées étaient jalousement gardées par les soldats allemands. Grâce à sa cadence de tir élevée et sa grande capacité de munitions, il offrait une puissance de feu de suppression et une supériorité à courte portée. Le PPSH-41 servira longtemps lors des guerres de Corée et du Vietnam contre les États-Unis, et sera aussi utilisé dans d'autres conflits mineurs. De nombreux entrepôts du bloc de l'Est en possèdent encore, huilés et stockés au cas où la situation l'exigerait. Lorsque les milices séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont commencé à s'armer, on pouvait apercevoir des PPSH-41 parmi les soldats. Que ce soit à des fins de propagande ou pour le combat réel, cette arme brille encore 80 ans après son introduction en service. On peut discuter de l'efficacité actuelle de cette arme. Les courtes distances de combat urbain de la Seconde Guerre mondiale, de quelques dizaines de mètres, ont majoritairement laissé place à des affrontements jusqu'à 300 mètres. Dans la guerre moderne, les fusils d'assaut ont largement remplacé les pistolets de mitrailleurs grâce à leur calibre plus puissant, précis et meurtrier. De plus, les fusils d'assaut se sont tellement répandus qu'il est désormais beaucoup plus facile d'en obtenir un qu'un pistolet mitrailleur dépassé. Cependant, cela ne veut pas dire que les pistolets mitrailleurs de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus utiles. Au contraire, le petit frère du PPSH-41, un autre pistolet mitrailleur créé par Alexei Soveyev en 1943, a également été utilisé dans le Donbass. Ce pistolet mitrailleur, appelé le PPS, a été conçu pour fournir des armes de défense personnelle simples et efficaces aux équipages d'armes et de véhicules, ainsi qu'aux unités de reconnaissance et de soutien. Il utilisait la même cartouche Tokarev de 7,62 par 25 mm que le PPSH-41 dans un chargeur amovible de 35 coups. Cette arme était rudimentaire, facile à produire et a été fabriquée à des millions d'exemplaires. Son avantage sur le PPSH-41 était sa crosse repliable, ce qui la rendait plus facile à utiliser dans les compartiments exigus des véhicules, ainsi que pour la guerre de tranchées. Bien qu'elle n'ait pas complètement remplacé la PPSH-41, mais plutôt complété celle-ci, elle sera utilisée lors des guerres et conflits ultérieurs. Tout comme son grand frère, car elle était plus fiable, possédait une poignée pistolet, et de manière générale, elle était plus facile à utiliser. Dans l'ensemble, c'était une arme pratique, fonctionnelle et économique. Des forces séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont tenu les barricades dans le Donbass. Bien que l'utilisation réelle et l'efficacité soient douteuses, étant donné les distances auxquelles les combats ont lieu, et l'avantage général des fusils d'assaut et autres armes modernes. Ces deux armes utiliseraient la cartouche Tokarev 7,62 par 25 mm mentionnée précédemment. Cette cartouche est assez facile à se procurer, car même le populaire et produit en masse Tula Tokarev 33 l'utilise également. Ce pistolet est communément appelé le TT, ou tout simplement Tokarev. Il a été conçu en 1930 par Fyodor Tokarev comme pistolet de service pour remplacer, à l'époque, le vieux revolver Nagant 1895, mais il s'est avéré être un complément au Nagant, plutôt que son successeur évident. Le Tokarev possède un chargeur amovible de 8 coups, des mécanismes et une conception simple et fiable.
Ils tirent des cartouches assez puissantes, qui offrent à leur tour une trajectoire plate et des capacités de pénétration accrues. Le pistolet est réputé pour sa fiabilité, et a servi dans de nombreuses guerres après la fin de sa production en 1955. Il n'est pas surprenant qu'il ait été l'une des premières armes à apparaître après le début du conflit en Ukraine. Les pistolets étaient faciles à obtenir et les munitions disponibles. Des membres de tous les camps l'utilisent, prolongeant son service militaire jusqu'au XXIe siècle. Jusqu'ici, il s'agissait surtout d'armes à feu militaires classiques. Mais un élément extraordinaire est aussi apparu durant la Seconde Guerre mondiale. Les fusils anti-chars de conception soviétique étaient le produit de la Première Guerre mondiale. Ou, pour être plus précis, comme contre-mesure à l'introduction des chars alliés, c'étaient de grands fusils encombrants, conçus pour tirer une grosse balle et pénétrer le blindage des chars. De nombreux pays européens ont continué à en fabriquer pendant l'entre-deux-guerres. L'Union soviétique disposait de 2 fusils. L'un d'eux, le PTRD-41, a été construit à la hâte en 1941 pour pallier les pénuries et fournir à l'infanterie soviétique un moyen de défense contre les chars. C'était un fusil à un coup, tirant une cartouche de 14,5 par 114 mm vieille de 14 ans. Cette cartouche a été développée à l'origine pour les fusils anti-chars PTRD-40 et 1 et PTRS, mais elle est encore utilisée de nos jours, dans de nombreux rôles. En 1941, elle était plus que capable de percer le blindage latéral des chars allemands légers, des canons automoteurs et des semi-chenillés lors des premières phases de l'invasion allemande. Elle pouvait aussi déchirer les chenilles des chars et endommager les optiques et autres équipements contre le personnel ennemi. Elle était aussi très puissante, le fusil infligeant de gros dégâts aux personnes, véhicules non blindés et bâtiments. Après la Seconde Guerre mondiale, les fusils furent retirés du service et utilisés en nombre limité lors de conflits ultérieurs. L'introduction du RPG-2, et plus tard, des lance-roquettes anti-chars a rendu ce type d'arme obsolète. Il était trop grand, trop lourd, faisait trop de bruit, et d'autres véhicules et armes pouvaient tirer la même cartouche en salves plus importantes et plus précises. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Dans le Donbass, surtout au début de la guerre, des miliciens ont utilisé cette arme contre les troupes et équipements ukrainiens. Et cela malgré le fait que le fusil lui-même ait environ 80 ans. Il est capable de pénétrer ou d'endommager sérieusement les véhicules de transport de troupes blindées et d'autres véhicules légèrement blindés. De plus, le PTRD-41 a également été utilisé pour des activités de tir de précision. Avec sa grosse munition, une portée d'1 kilomètre entier et ses capacités de pénétration, cette arme pouvait anéantir les abris ennemis, les bunkers, les postes de commandement et les tranchées. En fait, certains sont équipés d'une lunette thermique, d'un silencieux de bouche et d'un rail de montage, ce qui en fait un fusil antimatériel redoutable. Avec une telle portée et une puissance dévastatrice, il s'est avéré être une bonne arme, même selon les normes d'aujourd'hui. D'un autre côté, un inconvénient de ce fusil est qu'il s'agit d'une arme à un coup. Le prochain fusil anti-char de 1941 était le PTRS-41. Alors que le PTRD-41 a été développé par Vassili Dektiarov, le second a été conçu par Sergueï Simonov. La principale différence était que le fusil de Simonov était un semi-automatique avec une capacité de chargeur de 5 cartouches. Ce fusil a été utilisé selon le même modèle et avec le même succès que son prédécesseur, le PTRD-41. Les principales cibles étaient les véhicules et chars légèrement blindés, le personnel, les véhicules de transport et les fortifications. Cependant, pendant la guerre en Ukraine, ce fusil avait trouvé une nouvelle utilité, combattre les hélicoptères volant à basse altitude, ou les drones. Certains ont même été photographiés ou filmés en train de tirer depuis le dos d'un soldat de soutien, ou même avec le tireur debout, tirant à l'épaule. Même si le fusil lui-même pèse environ 20 kg, le tireur était tout de même capable de le tirer à l'épaule. Une autre arme redoutée de la Seconde Guerre mondiale était la mitrailleuse Dektarov, ou DP-27. Cette arme utilisait la même cartouche de 7,62 par 54 mm que la mitrailleuse Maxim, mais elle était plus légère et plus facile à déplacer. Près de 800 000 exemplaires ont été produits, et elle a servi dans de nombreux conflits, tant au XXe qu'au XXIe siècle. La mitrailleuse Dektarov elle-même était assez fiable, ce qui n'était pas le cas de ses chargeurs en forme de disque. L'arme recevait donc des surnoms comme le tourne-disque, en raison de la forme du chargeur qui rappelait les platines de gramophone. Appelée au service des forces armées ukrainiennes, elle a été aperçue en périphérie de Kiev, parmi les membres de la défense territoriale tenant les points de contrôle. Après près de 100 ans de service,
Il est frappant de constater qu'une telle arme puisse encore trouver son utilité dans les conflits modernes. La robustesse et la fiabilité des armes de la Seconde Guerre mondiale leur ont permis de durer très longtemps. Bien que les armes modernes les dépassent en qualité, précision, cadence de tir, ergonomie et accessoires, elles restent présentes sur les lignes de front les plus dures. Les armes de la Seconde Guerre mondiale sont toujours utilisées aujourd'hui, bien qu'elles soient vieilles, dépassées et poussiéreuses. Mais les armes de la Seconde Guerre mondiale restent des technologies militaires mortelles qu'il ne faut pas prendre à la légère. Même aujourd'hui, parmi les arsenaux des armées et des forces de police modernes, on trouve encore ces instruments de mort éprouvés, faisant leur travail comme en 1945 encore une fois, le STG-44. Aujourd'hui, les armes à feu de dotation standard pour les nations du monde entier sont classées comme des fusils d'assaut, qui sont légers, disposent de capacités entièrement automatiques, peuvent être utilisés par un seul soldat et, surtout, tirent une cartouche intermédiaire, c'est-à-dire une munition de fusil raccourci. Il y a eu de très nombreux fusils d'assaut conçus au fil des décennies, mais tous trouvent leur origine dans le Sturmgewehr 44. Le Sturmgewehr 44, qui se traduit littéralement par fusil de tempête, mais qu'on traduit généralement par fusil d'assaut. Le développement a commencé en 1942 par l'armée allemande, qui cherchait un moyen de donner plus de puissance de feu aux soldats individuels. Bien que le STG-44 n'ait pas été la première tentative de concept de fusil d'assaut, il a été le premier à être produit en grande série. Conçu par Hugo Schmeisser, le STG-44 tirait une cartouche de 7,92 par 33 mm, Kurz une version raccourcie du 7,92 par 57 mm. Mauser, qui était la munition standard des fusils de l'armée allemande. Malgré une cartouche plus petite et à portée réduite, des études révèlent que la majorité des affrontements ont lieu entre 200 et 600 mètres, rendant les capacités de longue portée de la cartouche standard inutiles pour la majorité des combats. La cartouche plus petite permettait aux soldats de transporter plus de munitions, une nécessité compte tenu de la cadence de tir de 500 à 600 coups par minute, du STG. Il utiliserait un chargeur amovible de 30 coups désormais standard sur la plupart des fusils d'assaut modernes. Au total, environ 425 000 STG-44 ont été produits entre 1943 et 1945 et ont été distribués pour la première fois aux forces allemandes en 1944. En dépit de son design innovant et de ses capacités, la guerre avait déjà tourné en défaveur de l'Allemagne, et l'introduction du STG était trop tard pour inverser la progression des Alliés. Après la guerre, de nombreux pays à travers le monde ont étudié les STG-44 capturés, ce qui a conduit à la création du légendaire AK-47 et de ses successeurs. Probablement l'arme à feu la plus réussie de l'histoire, et plus largement, l'adoption des fusils d'assaut comme arme principale attribuée aux soldats modernes. Même si elle a inspiré pratiquement toutes les armes modernes de dotation, il y en a qui utilisent encore la STG aujourd'hui. Bien qu'aucune armée moderne n'utilise la STG-44, de nombreux groupes rebelles et insurgés ont réussi à se procurer ce tout premier modèle de fusil d'assaut. En 2012, des rebelles syriens sont tombés sur une cache de 5000 STG-44 qui étaient encore en état de fonctionnement. Elles ont été remises en service pendant la guerre civile dans ce pays. En 2014, des soldats ukrainiens ont été vus équipés de STG-44 pendant le conflit dans la région contestée du Donbass. Cependant, il y a peu de preuves que ces pièces classiques d'équipement militaire soient utilisées dans le conflit actuel en Ukraine. La M2 HMG. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. En ce qui concerne la mitrailleuse lourde M2 Browning, cet adage a été pris à cœur. Durant la Première Guerre mondiale, le général américain John Pershing a vu le besoin d'une mitrailleuse plus lourde pour combattre des véhicules plus puissants, comme avions et chars. Relevez le défi, John Browning a agrandi sa mitrailleuse déjà performante M1917 de .30 calibre en adaptant la nouvelle arme au calibre 0,50, créant ainsi ce qui allait devenir la mitrailleuse Browning M2. La M2, ou Madeuse, comme on l'appelle affectueusement, est une arme imposante. Pesant 84 livres, bien que la 60 livres, cela reste beaucoup trop lourd pour une utilisation par l'infanterie. Malgré cela, la M2 serait rapidement adoptée par l'armée américaine en 1933. Durant la Seconde Guerre mondiale, la M2 servait à l'armée américaine comme mitrailleuse polyvalente, efficace contre l'infanterie, les véhicules légers et les avions. En plus d'être utilisée dans des positions fixes comme les bunkers, elle équipait presque tous les véhicules américains, y compris jeeps, chars et camions.
Les navires avaient des batteries doubles et quadruples de M2 pour la défense anti-aérienne, utilisées sur les chasseurs et bombardiers, comme armement offensif et défensif. Pour les capacités anti-aériennes mobiles, 4 M2 étaient intégrés dans l'affût quadruple M45, une tourelle qui pouvait être installée sur un véhicule. La puissance de feu immense que pouvait déchaîner ce système d'armes lui valut le surnom de hachoir à viande. Le M2 est également une arme très précise, avec une portée de bien plus d'1 mile. Pendant la guerre du Vietnam, le célèbre tireur d'élite des Marines, Carlos Adcock, a effectué plusieurs tirs confirmés avec un M2, muni d'une lunette télescopique. Il a été aidé dans ses efforts par la cadence de tir relativement faible, d'environ 450 à 500 coups par minute, ce qui permettait à un utilisateur habile de tirer une balle à la fois. La MA2 est également extrêmement fiable et peut servir pendant des années. En 2015, une M2 âgée de 94 ans a été amenée pour être remise à neuf et était encore en état de fonctionnement, après presque un siècle d'utilisation régulière. En raison de sa longue durée de service, la M2 est l'arme à feu la plus ancienne encore utilisée par l'armée américaine, sans aucun signe que cela va changer de sitôt. Lee-Enfield et ses variantes. On peut dire que la famille des fusils à verrou Lee-Enfield est l'arme à feu la plus réussie de la Seconde Guerre mondiale, encore en service aujourd'hui. Cette arme, fabriquée en Grande-Bretagne, sous une forme ou une autre, est en service depuis le 19e siècle et reste un choix populaire pour les armées du monde entier. Le premier Lee-Enfield était une mise à jour du fusil à verrou, Lee-Metford précédent, et est entré en service en 1895. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques et du Commonwealth étaient principalement équipées du Mark III SMLE, ou Lee-Enfield à chargeur court. Il était révolutionnaire pour son époque, doté d'un chargeur amovible de 10 cartouches de .303, soit le double de la capacité de la plupart des autres fusils à verrou de cette époque. Cette grande capacité du chargeur et l'ergonomie efficace, qui permettait aux soldats de manœuvrer la culasse tout en gardant une visée constante, ont conduit au développement de la minute folle, au cours de laquelle un soldat entraîné pouvait tirer jusqu'à 30 coups précis par minute. Beaucoup d'Allemands, sous les tirs concentrés des fusiliers britanniques, crurent subir une attaque de mitrailleuse. Après la guerre, le SMLE a été repensé, et durant les années 1930, le successeur du Mark III désigné comme fusil numéro 4 a été créé. Il utilisait toujours des cartouches 0.303 avec un chargeur de 10 coups, mais sa fabrication était plus simple et facile. Le fusil numéro 4 était doté d'un canon plus lourd, d'une mire reconfigurée et était livré avec une baïonnette à pointe, contrairement à la baïonnette à lame modèle 1907 utilisée sur le Mark III. Pendant l'entre-deux-guerres, l'armée britannique a changé la convention de nommage de ses fusils, et le Mark III a été renommé fusil numéro 1 Mark III. Le fusil numéro 4 allait devenir le fusil d'infanterie standard de la Grande-Bretagne et des nations du Commonwealth pendant tout le conflit. D'autres sous-variantes, comme le fusil numéro 5 et des versions spécialisées pour le tir de précision et l'entraînement, allaient être produites. Lorsque la guerre prit fin, le fusil numéro 4 et le numéro 1 Mark III et d'autres variantes continueraient d'être utilisés par l'armée britannique et les nations du Commonwealth tout au long des années 1950 et au-delà. Bien qu'il soit populaire mondialement, de nombreux pays qui l'utilisent encore sont d'anciennes colonies britanniques ou des nations du Commonwealth, comme le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Bangladesh. Cependant, ils servent surtout aux réservistes, aux unités cérémonielles ou à l'entraînement. En Inde et au Pakistan, les SMLE sont encore utilisés par les milices locales dans les zones rurales pour se protéger contre le terrorisme transfrontalier. En Afghanistan, beaucoup de combattants là-bas préfèrent le SMLE à l'omniprésent AK-47, en raison de sa plus grande portée et de sa précision supérieure. Et si obtenir un véritable Lee-Enfield est trop difficile, les armuriers du col de Khyber, entre l'Afghanistan et le Pakistan, ont fabriqué d'innombrables copies de cette vénérable pièce d'équipement militaire. Nous avons enfin pu réaliser quelque chose de génial. Grâce à votre soutien sur Patreon, nous avons eu les ressources pour animer ce que nous voulions depuis longtemps. Nous avons retrouvé une partie bonus d'un script sur la guerre du Vietnam jamais animée, et avons pu la réaliser. Vous pouvez regarder ça sur notre Patreon dès maintenant, sans pub, sans restriction et sans censure. Le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. La MG42. Peut-être l'arme légère la plus redoutée utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale était la MG42. Conçue comme un remplacement moins cher et plus facile à fabriquer pour la mitrailleuse MG34, elle a été introduite dans l'armée allemande en 1942 et s'est rapidement fait une réputation auprès de ses utilisateurs comme une arme dévastatrice.
La caractéristique la plus distinctive de la MG42 était sa cadence de tir, capable de tirer entre 1200 et 1500 coups par minute. Le tir était si rapide qu'il était très difficile de distinguer les coups individuels, produisant une rafale continue semblable au bruit d'une fermeture éclair qu'on ouvre. En conséquence, les alliés qui se retrouvaient face à l'une de ces armes l'ont surnommée la fermeture éclair d'Hitler ou la scie sauteuse d'Hitler. Bien que cela soit intimidant, c'était autant un inconvénient qu'un avantage. En raison de la cadence de tir extrême, le canon surchauffait rapidement, obligeant les équipages à le remplacer fréquemment, parfois après avoir tiré seulement entre 200 et 250 coups. Parmi les 6 hommes d'une équipe de MG42, l'observateur transportait des canons de rechange, remplacés rapidement via un loquet sur le côté droit de l'arme. La MG42 fut employée sur tous les théâtres d'opération. L'armée allemande a combattu avec la MG42 symbole de la Wehrmacht, utilisée par les troupes mobiles et dans des positions fixes, notamment le long du mur de l'Atlantique. En plus des Allemands, la MG42 a été utilisée dans les armées de nombreux pays, dont l'Italie, la Roumanie, le Zaïre, le Portugal, l'Espagne, la Norvège et bien d'autres encore. Les caractéristiques de conception unique ont inspiré de nombreuses mitrailleuses plus modernes, notamment la MG74 autrichienne, la MG7 110-3 suisse et la M60 américaine, bien qu'elle ne soit plus directement en service. Sa successeur, la MG3 allemande, est encore utilisée par de nombreux pays à travers le monde. Et, pour toute fin pratique, c'est une MG42 chambrée en 7,62 par 51 mm standard autant, au lieu de 7,92 par 57 mm. Moser et quelques autres variantes. La mitrailleuse légère, Madsen. Brevetée dès 1900, la Madsen LMG a fait ses débuts au combat lors de la guerre russo-japonaise de 1905. Pendant la Première Guerre mondiale, la couronne russe a acheté 1250 unités pour le nouveau service aérien impérial russe. L'armée allemande a expérimenté environ 500 exemplaires, chambrés en calibre 7,92 mm, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des Maxim 0 815. Adoptée plus largement pendant la Seconde Guerre mondiale, la Madsen était la mitrailleuse légère standard des armées danoises et norvégiennes. Après la conquête du Danemark et de la Norvège, les Allemands les ont utilisés. L'un des plus grands clients de la Madsen était le Brésil, qui en a acheté des lots en 1932, 1935 et 1949. Dans les années 1950, elles ont toutes été modernisées pour adopter la configuration 7,62 par 51 mm autant, qui avait été introduite en 1950. Cette évolution finale du Madsen LMG avait une portée améliorée de 1200 yards, soit environ 1097 mètres, mais conservait la même cadence de tir cyclique de 400 à 500 coups par minute que le modèle de base M 1902 à 1904. En 1996, les forces armées brésiliennes ont transféré leur Madsen à la police militaire brésilienne, qui manquait de moyens, et dont les Car 15 M16 et FNFAL existants étaient en mauvais état. Habituellement utilisée par un équipage de 2 à 3 hommes avec un bipied, elle était ici portée par une seule personne à l'aide d'une sangle sur une épaule, un choix favori de la police de Rio de Janeiro. Même aujourd'hui, ces armes sont tellement puissantes qu'on dit qu'une rafale soutenue a un effet dévastateur sur le moral des gangs de trafiquants de drogue des favelas, les bidonvilles, le M1911. Au tournant du XXe siècle, après des expériences aux Philippines, l'armée américaine avait besoin d'une arme à feu pour remplacer les revolvers de calibre 0,38 qu'elle fournissait à ses troupes, recommandant que le nouveau pistolet soit chambré au minimum en 0,45 et de préférence semi-automatique. En 1907, le concepteur d'armes à feu John Browning s'est mis au travail, et ce qui est sorti de sa planche à dessin est peut-être le pistolet le plus légendaire jamais entré en service dans l'armée américaine. Le Colt 1911 chambré en 45 ACP est devenu le pistolet de dotation standard lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, et il est rapidement devenu populaire comme arme de poing puissante et efficace, un atout dans les tranchées. Après la guerre, le 1911 a été repensé avec une détente améliorée et quelques autres modifications mineures. La nouvelle version a été désignée sous le nom de M1911A1, le A1 signifiant modification 1, et elle a été officiellement adoptée en 1924, restant l'arme de poing de dotation standard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1911 a été utilisé par toutes les branches de l'armée américaine, ainsi que par des dizaines de nations à travers le monde. Il a servi lors des 2 guerres mondiales, de la guerre de Corée, du Vietnam, où il était apprécié des rats de tunnels, et dans presque tous les conflits impliquant des troupes américaines au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Même après avoir été officiellement remplacé dans les années 1980 par le M9 Beretta, de nombreux soldats utilisaient encore le 1911 et cette arme a servi pendant la guerre du Golfe, ainsi que lors de l'opération Liberté irakienne et du conflit en Afghanistan. Même aujourd'hui, de nombreux pays utilisent encore le 1911, certains employant des versions modernisées, comme le pistolet type 86, qui est un M1911A1, fabriqué sous licence en Thaïlande, et d'autres utilisant simplement des 1911 d'époque, comme les Philippines, le Bangladesh, la Grèce et bien d'autres. L'armée américaine emploie toujours des 1911 dans certains groupes d'opérations spéciales, et ce pistolet reste populaire auprès de nombreuses agences civiles. Le design du 1911 est également un choix populaire parmi les civils. Il existe une multitude d'entreprises qui produisent leur propre version de ce pistolet vénérable. Pour les passionnés d'armes à feu civiles, dont beaucoup sont des anciens combattants, qui gardent de bons souvenirs de la création de John Browning, le pistolet mitrailleur M3 Grease. En 1940, les responsables du département de l'armement de l'armée des États-Unis ont supervisé l'une des plus grandes campagnes de modernisation militaire du XXe siècle. Le légendaire pistolet mitrailleur Thompson était destiné à être remplacé, car avec un prix exorbitant par unité, environ 660 $ en valeur actuelle, il était considéré comme bien trop cher. Pour le remplacer, on prévoyait une arme qui, bien que d'apparence plus basique, était tout aussi mortelle et beaucoup moins chère à fabriquer. En janvier 1943, un contrat de fabrication pour 300 000 pistolets mitrailleurs M3 surnommés Grease Guns a été approuvé. En comparaison avec la Thompson, le Grease Gun ne coûtait que 2 $ et 94 centimes par unité. Pour réduire les coûts, l'arme ne pouvait tirer qu'en mode automatique. Elle a gagné son surnom de Grease Gun en raison de sa ressemblance avec un pistolet à graisse de mécanicien, mais elle était aussi connue sous le nom de cauchemar du plombier ou de décorateur de gâteaux. Une mitraillette avec une cadence de tir fulgurante de 450 coups par minute utilisant des munitions. 45 ACP, la même que la Thompson. La M3 était composée de seulement 73 pièces seules, la culasse, et le canon nécessitait un usinage coûteux, tandis que tous les autres composants étaient fabriqués à partir de tôles pressées ou embouties. Sur le terrain, le pistolet graisseur a reçu un accueil mitigé de la part des soldats. Certains l'ont loué pour sa fiabilité, mais d'autres l'ont détesté à cause de son levier d'armement fragile et de son chargeur de 30 coups sujet aux erreurs. Celui-ci s'enrayait fréquemment s'il y avait la moindre saleté à l'intérieur, un problème résolu par l'ajout d'un outil de chargement spécial et de capuchons de protection en plastique. Faire tomber ou heurter l'arme pouvait casser les composants, replier la crosse métallique et la rendre pratiquement inutilisable. Après la guerre, le pistolet graisseur fut utilisé durant la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et divers conflits de la guerre froide en Amérique latine et Asie du Sud-Est. Dernière utilisation par l'armée américaine lors de la guerre du Golfe en 1991, puis retrait du service. De nos jours, cette relique de la Seconde Guerre mondiale reste une bonne option pour ceux qui ont un budget limité. La marine et les marines philippins utilisent aujourd'hui des pistolets mitrailleurs M3 modernisés avec silencieux et viseur point rouge. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre des pistolets mitrailleurs plus coûteux comme l'Uzi ou le Floro 9 mm. Le M101 Howitzer. Le M101 Howitzer s'est inspiré des obusiers allemands capturés pendant la Première Guerre mondiale et a été distribué aux troupes américaines en 1940, plus de 20 ans après l'élaboration des premiers plans en 1919. Son long cycle de développement signifiait qu'avant sa fabrication en 1939, le châssis sur lequel il était monté devait être repensé pour répondre aux normes modernes, car l'original avait été conçu uniquement pour être tiré par des chevaux, et non par des véhicules. Couramment aperçu dans les théâtres de guerre européens et du Pacifique, le lourd M101 pesant 2258 kg était tracté par un châssis motorisé M2 distinct. Il lançait des munitions semi-fixes hautement explosives de 105 mm à une portée maximale de 11 270 mètres, se forgeant rapidement une réputation d'arme de soutien d'infanterie puissante et précise. À la fin du conflit, un total de 8536 unités avaient été assemblées, la production se poursuivant après la guerre jusqu'en 1953, équipé d'un canon et d'un affût durable. La durée de vie du M101 s'est prolongée bien au-delà de la période d'après-guerre, au cours de laquelle il a été déployé, lors des guerres de Corée et du Vietnam, ainsi que dans un certain nombre de conflits régionaux. Le M101 a finalement été retiré du service par d'autres armées, restant en grande partie stocké, jusqu'à la guerre Russie-Ukraine, en septembre 2022. Il a été rapporté que la Lituanie avait fait don d'un nombre non divulgué de ses canons aux forces ukrainiennes dans leur lutte contre la Russie. Bien qu'il ait été conçu il y a plus de 100 ans,
le M101 reste utile car il utilise les mêmes munitions de 105 mm que la plupart des systèmes d'artillerie légère modernes. Il est aussi utilisé avec des mises à jour en temps réel de drones pour améliorer sa précision. Et sa portée a été augmentée de 40% car il était capable de tirer des projectiles M9 127 à assistance par fusée, le canon D-44. Intégré à l'armée rouge soviétique juste après la Seconde Guerre mondiale. Le canon de campagne anti-char divisionnaire D-44 était destiné à remplacer l'ancien canon de campagne ZIS-3, en service depuis 1941. Basé sur l'armement principal du char, T-34-85, il était doté d'un canon de 85 mm et entra en production à grande échelle en 1946. Le D-44, utilisé de manière optimale par 8 hommes, était un adversaire redoutable capable de tirer 20 coups par minute. Il avait une portée maximale de 15,6 km soit 9,7 miles et pouvait tirer une variété d'obus explosifs et perforants. À une portée efficace de 1 km, l'obus HVAP pouvait pénétrer entre 100 et 180 mm de blindage. Parmi les autres types de munitions disponibles, le D-44 peut également tirer l'obus BK-2AM HIT-FS, qui peut pénétrer jusqu'à 300 mm de blindage. Entre 1945 et 1954, l'Union soviétique a fabriqué 10 800 D-44. Il a servi dans de nombreux conflits, dont la guerre de Corée, du Vietnam et la guerre arabe contre Israël. Et il a été exporté vers des pays comme l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, la Pologne, la Roumanie et la Syrie. En mai 2022, une vidéo est apparue montrant d'anciens D-44 soviétiques en opération sur les lignes de front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors que certains sont utilisés comme pièces d'artillerie autonomes, d'autres ont été montés sur le dessus de vieux tracteurs blindés MTLB des années 1970, comme tourelles de fortune, par des ingénieurs ukrainiens innovants, afin de produire des chasseurs de chars mobiles basiques. Comme cette liste l'a illustré, oubliez les armes modernes. Pour les vieux guerriers aguerris, les fossiles de la Seconde Guerre mondiale sont encore capables de dominer le champ de bataille. Seconde Guerre mondiale. Des armes utilisées pendant la guerre du Vietnam, lors de la guerre du Vietnam. Au milieu du pop-up du fusil M14, du rugissement de la mitrailleuse M60, du cliquetis de la AK-47 et des bruits de nombreux autres instruments de mort modernes, on peut aussi entendre des détonations familières pour de nombreux soldats plus âgés ayant servi dans ce théâtre de guerre emblématique d'Asie du Sud-Est autrefois. Récupéré dans des caches oubliées depuis longtemps, dépoussiéré et remise en état de marche, le champ de bataille vietnamien regorgeait d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Comme des stars d'action hollywoodiennes sur le déclin, par nécessité ou par choix, beaucoup de ces armes ont été sorties de leur retraite pour un dernier rodéo. D'où venaient-elles? De la Seconde Guerre mondiale? Les armes de la guerre du Vietnam venaient de sources variées, principalement utilisées par l'armée nord-vietnamienne et les guerrilleros Viet Cong. Elles provenaient des anciens occupants, France et Japon, offertes avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, par des pays comme la Belgique, le Canada, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, les États-Unis et d'autres, ou récupérées d'anciens stocks d'armes soviétiques puis transférées aux milices vietnamiennes via la Chine. Contrairement à leurs ennemis moins développés technologiquement, qui utilisaient ces armes plus par nécessité que par choix, les Américains et leurs alliés étaient plus sélectifs dans leur choix d'armes anciennes. Ainsi, les pistolets, fusils, pistolets mitrailleurs, mitrailleuses et fusils à pompe de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qu'ils emmenaient avec eux étaient soit des versions modernisées, soit conservés dans leur forme d'origine parce qu'ils étaient encore considérés comme efficaces. Allemagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a saisi un grand nombre d'armes en Allemagne qu'elle a ensuite fournies aux forces communistes combattant au Vietnam. Parmi cette horde se trouvaient des pistolets comme les Walther P38 qui tiraient des cartouches Parabellum de 9 mm et les Mauser C96 communément appelés poignées de balai en référence à la forme de leur crosse. Un favori des Vermontois durant la Seconde Guerre mondiale. La mitrailleuse MG34 a été utilisée au Vietnam et s'est révélée extrêmement efficace dans un rôle anti-aérien contre les hélicoptères américains, ayant une cadence de tir de 800 coups par minute et une précision jusqu'à 2000 yards, mais elle a finalement été retirée du service lorsque ses munitions allemandes limitées de 7,92 par 57 mm se sont épuisées. Le puissant STG-44, le premier fusil d'assaut produit en masse à grande échelle, avait été introduit dans les forces allemandes lors des dernières phases de la guerre et a également eu un grand impact au Vietnam.
Et le FG-42, l'une des armes les plus rares, qui n'avait été attribuée qu'aux parachutistes allemands, a fait une apparition surprise dans les jungles d'Asie du Sud-Est, puisqu'il n'en avait été produit que moins de 5000 exemplaires. En revanche, beaucoup plus courant était le MP40, un pistolet mitrailleur unique en son genre, puisqu'il était brandi à la fois par les forces militaires du monde libre et par les forces communistes. Le fusil à verrou Mauser 98K, l'arme allemande la plus produite pendant la Seconde Guerre mondiale, a également été largement utilisé au Vietnam jusqu'à son remplacement progressif par le SKS et l'AK-47 dans les années 1960. Enfin, le canon anti-char PAC-40, peu maniable, a été transféré aux forces nord-vietnamiennes en 1955 et a été largement utilisé dans des unités défensives stationnaires, situées sur le fleuve Rouge et le golfe du Tonkin. La Russie soviétique. Les armes soviétiques transférées au Vietnam étaient principalement utilisées par le Viet Cong et l'armée populaire nord-vietnamienne. Le pistolet Tokarev TT-33, emblématique de la Seconde Guerre mondiale soviétique, n'avait pas de vrai mécanisme de sécurité et ne se verrouillait qu'à demi-armé, ce qui signifiait qu'en cas de chute, il pouvait tirer accidentellement. Le pistolet mitrailleur PPSH-41, initialement distribué à l'armée rouge en 1941, était une autre arme principale soviétique qui a servi de base au K-50M, une version vietnamienne modifiée allégée de 500 grammes grâce au remplacement de la crosse en bois par une poignée pistolet en bois et une crosse métallique coulissante de style français. La mitrailleuse à emprunt de gaz Degtyarev DP-28, apparue pour la première fois en 1926 et modernisée en 1944, était une présence courante sur les champs de bataille du Vietnam où elle était très appréciée. Pour son mode de tir automatique unique et sa portée de 800 mètres, elle était surnommée le tourne-disque en raison de son chargeur large pan de 47 coups très apprécié pour sa puissance de feu exceptionnelle. Le fusil anti-char à un coup PTR D41, mis en service pour la première fois en 1941, était chargé de munitions perforantes de 14,5 par 114 mm et pouvait percer un blindage allant jusqu'à 40 mm d'épaisseur à une distance de 100 mètres. Ailleurs, le mortier M1938 de 120 mm, adopté pour la première fois par l'armée rouge en 1939 et capable de lancer un projectile à 890 pieds par seconde, était utilisé pour provoquer un choc explosif. Enfin, le fidèle Mosin Nagant s'est également retrouvé dans les arsenaux communistes, tout comme une copie chinoise sous licence, appelée Type 53 chinois. Introduit pour la première fois dans l'armée russe dès 1892, il était apprécié pour sa précision et sa durabilité, et il fut le fusil à verrou le plus produit en masse pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Les armements américains, très répandus au Vietnam, étaient utilisés par les forces du monde libre et souvent capturés par les communistes. Remontant son cycle de développement initial à 1896, le pistolet automatique Colt M1911A1 a été perfectionné en 1926. Mais il a été adopté par l'armée américaine, restant inchangé jusqu'à la guerre du Vietnam, où il était apprécié pour sa puissance d'arrêt considérable. De même, le FN Browning High Power L9A1, conçu par des Belges et des Américains, qui avait été produit aussi bien pour les troupes alliées que nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, était une autre arme de poing appréciée, privilégiée par les combattants australiens, néo-zélandais et également du Kuomintang de Taïwan. La mitraillette Thompson, fabriquée pour la première fois en 1928 et favorite des gangsters américains dans les années 30, a également fait son apparition au Vietnam dans sa version M181, dont beaucoup furent stockés après la guerre de Corée. Celle-ci était accompagnée d'une sœur, une mitraillette, la M381 Grease, beaucoup moins chère et plus facile à fabriquer, qui fit ses débuts en 1942 et fut ainsi nommée parce qu'elle ressemblait à l'outil utilisé pour injecter de la graisse dans les essieux des véhicules. À courte distance, le fusil à pompe Remington Model Dix, introduit pour la première fois en 1910 comme arme de sport, a ensuite été militarisé pour la Première Guerre mondiale et est apparu en petit nombre pendant la Seconde Guerre mondiale. Offrait une puissance de feu redoutable et fut utilisé par les deux camps, mais rarement au Vietnam. Du côté des armes plus lourdes, la M1919A1, qui utilisait une bande de tissu à poche de 250 cartouches, et la M2HV, initialement conçue pour l'aviation, étaient toutes deux des mitrailleuses Browning, qui avaient tellement bien fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elles furent également utilisées au Vietnam. Quelques armes de la Seconde Guerre mondiale provenant d'autres nations, en dehors de l'Allemagne, de la Russie et de l'Amérique, sont aussi apparues pendant la guerre du Vietnam. Certaines d'entre elles étaient des armes françaises laissées après la Première Guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Cela comprenait le pistolet mitrailleur MAS-38, qui était à l'origine utilisé par la police coloniale française. Le MAS-36, qui était le fusil principal utilisé par les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, était une autre arme adoptée par les Nord-Vietnamiens et les guérilleros Viet Cong.
Fait assez unique, il ne possédait aucun type de mécanisme de sécurité, contrairement au type 99 et à l'ancien type 38. L'Arisaka, le fusil standard de l'armée impériale japonaise jusqu'en 1945, a été adopté par les Viet Cong au début de la guerre, car beaucoup avaient été laissés après l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, le fusil Chiang Kai-shek de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, une copie du modèle standard allemand Mauser de 1933 qui était lui-même le précurseur du carabinaire 98K, est nommé d'après le célèbre général chinois Isimo, du même nom. Il a été fourni aux soldats communistes vietnamiens. Comme ce fut le cas pour le VZ-24 assemblé pour la première fois en 1924, un fusil tchèque présent dans le stock soviétique d'armes nazies capturées, surtout utilisé par les combattants allemands, roumains et tchèques durant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est également tombé entre les mains des forces communistes au Vietnam, étant très similaire dans sa construction au Kar 98K allemand. De plus, une mitrailleuse légère tchèque développée dans les années 1920, la ZB VZ-26, a également été utilisée au combat lors du conflit. Une variante ultérieure, la ZGB-33 adaptée aux munitions britanniques à bourrelet, était en fait un prototype de la Bren Gun, également utilisée au Vietnam. La Bren, introduite pour la première fois dans les années 1930 et chambrée en calibre .303, était appréciée pour sa simplicité d'utilisation, sa précision et sa capacité de tir sélectif. Elle est devenue l'une des principales mitrailleuses légères britanniques de la Seconde Guerre mondiale au Vietnam, où la version modifiée en 7,62 mm fut redoutablement efficace. Inventée par le jeune prodige de l'ingénierie Evelyn Ernest Owen à partir de 1931 et principalement utilisée par les troupes australiennes à partir de 1942, la mitraillette Owen, capable de tirer 700 coups par minute, a bien servi les Australiens au Vietnam. Bien qu'elle soit un peu dépassée à cette époque, avec une telle panoplie d'anciennes armes exposées, la guerre du Vietnam était, sous certains aspects, une version miniature de la Seconde Guerre mondiale. Combattu 20 ans plus tard, c'était aussi l'occasion pour les armes d'une époque révolue de montrer aux jeunes recrues leur savoir-faire.